Des personnes non-binaires, c'est-à-dire qui ne se considèrent ni hommes ni femmes, sont confrontées aux problématiques genrées de la langue française. Parlons donc d'identité de genre en français. Pour en parler, j'accueille mon invité Vincent Mousseau. Donc, vous êtes une personne non-binaire transgenre, d'ailleurs issue de la communauté francophone de l'Ontario. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. D'abord, quelle est la façon juste de vous identifier? En fait, ça pose une question très intéressante. En anglais, j'ai tendance à utiliser les pronoms neutres, le they, mais en français, je finis par accepter le il et les accords masculins juste par souci de simplicité. Je trouve que c'est plus facile. C'est plus facile, mais ça doit vous déranger un peu que d'employer le masculin si vous n'êtes pas masculin, finalement? En effet, mais aussi je comprends la dynamique de la langue française et comment ça fonctionne. Et je comprends aussi que malheureusement, en tant que société, on n'a pas eu l'occasion de créer une alternative qui répond vraiment aux besoins des communautés non-binaires. Donc, entre-temps, ça va, mais on est ici pour avoir des discussions pour avancer le discours. Oui, justement, vous parlez en société. Racontez-moi un peu les difficultés au quotidien que votre identité comme personne non-binaire peut engendrer. Donc, tout d'abord, je pense que c'est important pour moi de reconnaître que j'ai pas... souvent, on me voit et on m'accorde un genre masculin, forcément à cause de ma barbe, à cause de ma voix et tout. Et étant donné que j'utilise les pronoms masculins en français, je finis par avoir beaucoup moins de difficultés que des personnes qui ont une présentation de genre qui est un peu plus androgyne ou bien qui sont des personnes qui ont subi une transition médicale et ces genres d'enjeux. Donc, pour moi, c'est un peu moins complexe. Par exemple, j'ai beaucoup à dealer avec le discours du « Ah, vous n'avez pas vraiment l'air d'une personne trans. » Même en rentrant dans le bureau de Radio-Canada ici à Montréal, je me suis fait référer comme monsieur plusieurs fois. On dirait que c'est vraiment une règle de base qu'on a dans la société et dans la langue française, qu'on va référer à des gens par madame ou monsieur qui ne répond pas forcément aux besoins et contrairement aux apparences, peuvent créer des enjeux. Oui, absolument. Vous avez parlé de la langue française et vous parlez bien anglais, vous pouvez employer le « des », mais en français, est-ce qu'il y a des termes qu'on pourrait inclure? Est-ce que ça existe d'abord, des pronoms neutres? Oui, tout à fait. Des communautés trans à travers la francophonie, notamment au Québec. Donc, à Montréal, il y a une grande communauté qui sont en train de mobiliser pour la création des pronoms neutres. Donc, on parle vraiment de pronoms comme IEL, qui s'écrit IEL, pour référer aux personnes non-binaires. Et cela vient avec certaines options, plusieurs options pour les accords. Donc, soit des personnes qui préfèrent l'alternance, donc l'alternance entre des accords masculins ou féminins, soit un ou l'autre, ou soit la création de nouvelles alternatives telles que Eurux et des mots comme ça. Donc, vraiment des créations de toutes nouvelles alternatives. Mais la communauté est un peu mitigée à propos de l'utilisation exacte et ça dépend vraiment de personne à personne. Et il y a bien entendu d'autres personnes comme moi qui utilisent des pronoms genrés en français, même si ça n'accorde pas forcément à leur genre. Oui. Bon, la langue française, comme on le mentionnait, est soit masculin, soit féminin. On doit accorder notamment les adjectifs, donc on doit faire un choix bien souvent. Pensez-vous qu'on pourrait éventuellement un jour modifier la langue, aller jusque-là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas finalement importuner personne ou les blesser lorsqu'on parle d'eux? Je pense que ce serait possible. Ça dépend vraiment, je pense, d'où on est en tant que société. Le plus important pour moi, véritablement, ce n'est pas de déterminer l'utilisation des pronoms parfaits à tout moment, mais bien de parler de vrais enjeux auxquels font face des membres des communautés trans et non-binaires. Donc, lorsqu'on parle de la violence auquel ces communautés
auxquelles ces communautés font face. On parle vraiment de 40% des jeunes LGBT qui sont en situation d'itinérance s'identifient comme trans ou non-binaires. On parle véritablement d'une crise. Et lorsqu'on met vraiment trop l'accent sur des pronoms, on est en train de vraiment pousser ce discours de côté en faveur d'une conversation où des gens finalement pensent que on est en train de nous forcer d'utiliser tel ou tel pronom. Bien entendu, ce n'est pas le cas. On veut vraiment contrer les enjeux auxquels les personnes trans font face dans leur quotidien. Et pour ce faire, il faut commencer avec le respect. Puis, les pronoms en font partie, mais c'est pas, ce n'est pas tout. De ça. Donc, exact. Bon, merci d'avoir participé au téléjournal, mais je vous prends au mot. Vous dites que vous avez envie de parler des vrais enjeux, donc restez avec nous, on poursuit la discussion sur le web. C'est parfait. Merci pour l'invitation. Bon, vous parlez de vrais enjeux. Parlons des soins de santé. Comme franco-ontarien, bon, vous vivez à Montréal maintenant, mais vous êtes à l'aise en français et en anglais. On a des personnes trans ou non-binaires qui préfèrent se faire servir en anglais parce qu'ils, justement, ils se sentent plus à l'aise. C'est quoi votre réaction à ça? C'est très décevant, je pense, et c'est malheureux. On voit qu'il y a un taux d'anglicisation des jeunes en Ontario français. La situation est très troublante pour moi, puisque lorsqu'on est en train, en tant que communauté, pour lutter pour un droit à l'accès à l'éducation, lorsqu'on est en train de lutter pour nos hôpitaux, pour nos soins de santé et tout, on est en train de laisser des personnes les plus marginalisées dans nos communautés, voire des personnes trans et disproportionnellement des personnes trans racisées de côté lorsqu'on parle de l'inclusion. Et c'est dommage vraiment en Ontario, puisque l'Ontario, c'est une province où il existe... un genre neutre? Exact. Où on a un genre neutre qui est disponible sur les permis de conduire, sur les certificats de naissance, sur les passeports niveau fédéral. Donc, on parle vraiment niveau règlement et tout ce qui est de service. Tout est disponible, mais lorsqu'on parle d'acceptation sociale, surtout dans les communautés francophones, il y a de grandes lacunes, puis il faut vraiment qu'on en adresse. Et quelles seraient les pistes de solutions? Ça passe par de la formation, de l'éducation, on en revient à ça? Oui. Concrètement, pour l'offre de services en français, il faut avoir des formations sur des enjeux auxquels font face des personnes trans et non-binaires, et ce, en français. On s'entend que la langue change la manière dont on voit le monde et c'est vraiment important qu'on prend ça en considération lorsqu'on parle de formation. Si, comme on fait souvent en Ontario, on embauche une personne qui est en mesure de venir nous parler en anglais, parce qu'en tout cas, tout le monde parle anglais, on ignore la réalité des francophones et ça a des effets sur des francophones trans et non-binaires comme moi. Oui, absolument. Vous dites que vous êtes, non-binaire, mais des fois, ça peut porter à confusion la différence entre fluide, queer. J'aimerais vous entendre un petit peu sur les définitions. On en revient à ça, mais on en parlait plutôt en réunion et les gens sont mêlés sur les différentes définitions, finalement. Oui, tout à fait. Donc, je m'identifie comme une personne non-binaire. Non-binaire est un terme parapluie, on pourrait dire, pour couvrir de nombreuses identités de genre qui ne sont pas ni hommes ni femmes. Donc, on peut parler de questions comme des personnes agenres qui ne s'identifient pas comme ayant un genre en premier lieu. On peut parler de personnes bigenres qui se sentent hommes et femmes à la fois. On peut parler... fluide, ça peut changer. Exact, fluide. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options lorsqu'on parle d'options pour le genre. Et il faut comprendre vraiment que non-binaire, c'est juste un terme parapluie pour couvrir tous les termes. Mais il y a tellement de diversité qui se cache derrière ça. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous êtes tanné qu'on vous pose comme question? Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Parce que c'est un sujet qui a encore beaucoup de tabous, ça pique la curiosité et des fois, les gens dans votre entourage peuvent être maladroits finalement. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter de vous poser?
Bien, d'abord et avant tout, je pense que c'est important de dire que je comprends et la vaste majorité des personnes trans comprennent que c'est un nouveau sujet pour beaucoup de gens et que des gens vont faire des erreurs. Et c'est correct. On parle vraiment d'un enjeu pour nous qui peut sembler, sembler comme quelque chose qui est vraiment, qu'on a senti tous nos vies, mais pour le grand public, c'est quelque chose de vraiment pas nouveau. Et puis, on le comprend. Et puis, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment arrêter ce genre de discours que des personnes trans vont nous sauter sur la gorge si on utilise le mauvais pronom et tout et tout. On parle vraiment de juste un désir d'être traité avec respect. Je pense, un autre truc que j'entends beaucoup, c'est des personnes qui me posent des questions assez extraordinaires sur mes organes génitaux. Des questions d'ailleurs très déplacées, des personnes avec qui... que vous ne connaissez peu, finalement. Genre, ouais, des personnes que je vienne de rencontrer qui me posent des questions sur mes organes génitaux. Ma règle de base, c'est que si on ne poserait pas cette question-là à une personne cisgenre, voulant dire une personne qui s'identifie avec le genre qui leur a été accordé à la naissance, ne la posez pas à une personne trans. Absolument. Parce que ce serait déplacé. Et c'est avec des entrevues comme avec vous qu'on peut justement défaire ces tabous. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous pour l'occasion.